de rigidité ici. Je souhaite obtenir la matrice de souplesse. Alors, généralement, on fait l'inverse. Donc, je vais partir de la matrice de souplesse. Voilà, j'ai une matrice de souplesse ici et je souhaite obtenir la matrice de rigidité. Donc, je vais l'inverser. Comment est-ce que je procède? Alors, non, on n'inverse pas chaque constante. Et c'est l'erreur qui est souvent commise, c'est-à-dire que si je souhaite inverser cette matrice, parfois je vois effectivement dire là c'est 1 sur E, je mets E, 1 sur E2, je mets E2, 1 sur E3, je mets E3. Non, ça c'est pas vrai. Pour inverser la matrice, il faut effectivement passer par le calcul du déterminant. Et c'est un calcul avec le déterminant et la transposée de la matrice. D'accord? Donc on n'aura pas à le faire. Je vous invite simplement à revoir vos cours pour voir comment est-ce qu'on inverse une matrice et pas faire de bêtises, ou pas dire de bêtises, mais il faut juste savoir que pour inverser la matrice de souplesse, c'est un petit peu plus compliqué que juste inverser les composantes. Il faut effectivement calculer le déterminant et ensuite la transposer de la comatrice. Aujourd'hui, sur tous les outils auxquels vous avez accès, que ce soit des outils de type MATLAB, Octave, de type Python ou autre, on inverse très facilement une matrice, simplement en lui demandant de faire, en mettant un exposant -1 à la matrice de départ ou en appelant une fonction inverse, et vous obtenez votre matrice inverse. Donc, il ne faut pas vous inquiéter avec ça. Aujourd'hui, on a tous les outils pour le faire, mais il faut être conscient de cette inversion. Alors, généralement, quand on veut déterminer le comportement, donc la loi de Hooke généralisée, d'un matériau anisotrope, on passe toujours par la matrice de souplesse d'abord. Pourquoi passe-t-on toujours par la matrice de souplesse pour ensuite calculer la matrice de rigidité? Alors, je vais répéter. Là, vous avez sous les yeux la loi qui va relier les déformations aux contraintes. Donc ça, c'est une loi qui nous permet d'avoir ici une matrice de souplesse. Ce chemin qui passe par cette matrice de souplesse, pour ensuite calculer la matrice de rigidité comme l'inverse de cette matrice de souplesse, est toujours celui que l'on choisit. On ne part jamais directement sur le calcul de la matrice de rigidité. Pourquoi est-ce qu'on passe toujours d'abord par la matrice de souplesse pour ensuite l'inverser et obtenir la matrice de rigidité, et donc la loi de Hooke généralisée? Alors, des parenthèses, où ça? Alors, c'est effectivement beaucoup moins compliqué dans ce sens-là. On le voit bien ici sur cette représentation. Ici, on est dans un cas orthotrope, donc qui est quand même un cas assez complexe dans le domaine des composites. On est rarement, on n'est jamais, pour ainsi dire, dans le cas général où on a 21 composantes indépendantes. Donc, le cas le plus compliqué qu'on retrouve, c'est souvent celui-là. Vous voyez qu'en fait, la matrice de souplesse, ici, elle s'écrit très facilement si on se place dans les axes d'orthotropie du matériau. Donc là, je me place dans les axes d'orthotropie pour avoir un E1, E2, E3 qui correspondent aux directions principales d'orientation des fibres. Vous voyez que ça s'écrit très simplement en fonction des modules ingénieurs. Donc les modules ingénieurs, ce sont ceux-là. Les 9 modules, E1, E2, E3, les NU1, 2, 3, 1 et 3, 2, et puis les MU2, 3, 3, 1 et 1, 2. Donc j'ai 9 modules ingénieurs, et je peux directement écrire la matrice de souplesse. Si je devais faire pareil avec la matrice de rigidité, en fait, le coefficient C1, C2, etc. s'exprime en fonction aussi des modules ingénieurs, mais avec des expressions qui sont bien plus longues,
puisque ce n'est pas juste l'inversion de chaque composante, mais que c'est un calcul d'inverse qui correspond à 1 sur déterminant de cette matrice, multiplié par la transposée de la comatrice qu'on va avoir ici. Donc, c'est quand même assez complexe. Et donc, on va retrouver ici des coefficients qui dépendent de ces paramètres, mais qui sont très longs à écrire. Donc, c'est bien plus simple d'écrire cette matrice de souplesse et ensuite de l'inverser. D'accord? Est-ce que ça, c'est compris, cette inversion? Excusez-moi, monsieur, je me permets d'intervenir. Je vous ai dit qu'on pouvait. Moi, personnellement, j'ai fait très très peu de matrices, voire quasiment pas, et je ne sais pas comment vous pouvez ordonner votre matrice comme ça. Par exemple, pour la première, prendre un 1 sur E1, je ne vois pas du tout comment ça fonctionne, pour être honnête avec vous. Ah, comment les matrices fonctionnent? D'accord. Donc, le principe ici de fonctionnement de ces matrices, c'est que, alors, est-ce que déjà, le fait d'écrire les déformations et les contraintes sous cette forme-là, parce qu'on en a plusieurs, ça c'est OK. J'en ai plusieurs, donc je les écris sous une forme de tableau, en fait, une colonne pour le tableau. Oui, ça semble logique, vu qu'on a différentes contraintes en fonction de... Voilà. Ensuite, ça c'est une façon de l'écrire qui permet d'écrire des relations plus simplement. Donc, qu'est-ce que ça signifie, cette manière d'écrire les choses? Ça signifie que notre coefficient E1, ici, il va être égal à ce terme-là multiplié par ce terme-là, plus le deuxième terme ici. Donc, je prends toute ma ligne, en fait, ici, que je multiplie par ma colonne une par une. Donc, premier terme multiplié par premier terme ici. Donc, c'est sigma 1 sur E1, moins nu1,2 sur E2 multiplié par sigma 2, moins nu3,1 sur E3 multiplié par sigma 3, plus 0 fois sigma 4, plus 0 fois sigma 5, plus 0 fois sigma 6. Donc, en fait, cette écriture me permet d'écrire plus facilement la relation qui lie ma déformation dans la direction 1 à mes contraintes que j'observe sur mon matériau. D'accord? Donc, on prend, pour chaque terme, ici, je prends la ligne qui correspond et je multiplie les termes de la ligne par les termes de ma colonne ici. Donc, si on prend l'exemple de, par exemple, je vais prendre le epsilon 4. Est-ce que vous pourriez me dire à quoi est égal epsilon 4? Ouais, si je ne dis pas de bêtises, ça sera 1 sur nu23 multiplié par sigma 4. Exactement. Voilà. Donc, mais, on dit mu de 3, on sépare bien 2, 3, on ne dit pas 23, mais ça sera sigma 4 divisé par mu de 3. Et comme on a des zéros partout ailleurs, tout cela sont multipliés par 0. Exactement. Petite question. Pourquoi, par exemple, pour la première colonne, on a 1 sur E1, j'imagine que c'est comment ça s'appelle, le E, c'est le module Young du matériau. Dans la direction 1, tout à fait. Ah, donc c'est une direction, le 1, le 2, le 3, en fonction du module Young. Les indices correspondent aux directions du petit cube de matière dont on a parlé hier. Donc, on a un petit cube de matière ici. Et donc, on a 3 directions, E1, E2, E3. E1, on a une direction 1, 2 et 3. Le module Young, si on est sur un matériau anisotrope, dépend de l'orientation. Puisque le module Young, c'est la raideur de la matière. Et donc, on a dit hier qu'un matériau anisotrope présentait des raideurs différentes suivant les directions de l'espace. Donc, pour un matériau orthotrope, eh bien, si je tire dans la direction 1, j'ai une raideur qui est différente de celle que j'obtiens dans la direction 2 ou dans la direction 3. C'est pour ça que je suis obligé de donner 3 modules Young, parce que j'ai 3 réponses différentes. OK? D'accord. Oui. Donc, j'ai 3 modules Young parce que j'ai 3 réponses. Les valeurs, enfin les mu 1, 2 et... Eh bien là, on est sur des cisaillements. Donc, le cisaillement nous impose de définir à la fois la face et la direction, en fait, dans laquelle va faire ce cisaillement. C'est pour ça que, par exemple, si je prends l'exemple du nu, c'est un peu plus facile. Le nu 1, 2. Le coefficient de Poisson, on l'a vu ici, c'est égal à l'epsilon transverse divisé par epsilon L. Mais comme on a des réactions différentes suivant les directions de l'espace, le transverse ici, ou le longi ici, correspondent à certaines faces. C'est-à-dire que je peux appeler le longi, par exemple, si je dis le longi c'est le 1 et le transverse c'est le 2, eh ben, je vais avoir ici
le nu 1, 2 ou le nu 2, 1 d'ailleurs. Si maintenant je dis que le longis, ça devient la direction... non, je vais rester avec le 1 pour le longis. Mais le transverse, je vais dire par exemple, le transverse, c'était 2 tout à l'heure, maintenant le transverse, c'est la direction 3. Hein, donc je tire sur mon petit cube de matière, ici, hop, et je regarde comment la matière se contracte dans la direction 2 ou dans la direction 3. Alors, on voit bien que si j'ai des réponses différentes, donc je tire toujours selon 1, mais dans la direction 2, par exemple, je peux me contracter plus que dans la direction 3. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un nu 1,2 et d'un nu 1,3, tout simplement parce qu'on aura des contractions différentes suivant les faces. Il faut bien imaginer un petit cube, voilà, qui répond différemment suivant les directions de l'espace dans lequel vous tirez. Pour mesurer les modules, vous tirez dans 1, selon 2, selon 3, vous avez des raideurs différentes, donc c'est normal d'avoir des modules Young différents. Maintenant, le coefficient de Poisson, c'est la manière dont la matière se contracte de manière transverse. Je tire selon 1, j'ai une contraction dans la direction 2 que je peux mesurer, et donc j'ai mon coefficient de Poisson 1, 2, et j'ai une contraction dans la direction 3 que je peux mesurer, qui peut être différente de la direction 2, que je peux aussi mesurer, et j'ai donc mon nu 1, 3. D'accord ? Ces coefficients, c'est pour les cisaillements. Du coup, si j'ai bien compris, on choisit d'abord une direction en fonction X, Y ou Z, et dans cette direction X ou Y ou Z, on peut répartir en trois vecteurs également comment ça s'appelle la force qui s'applique à notre cube. Elle peut s'appliquer selon X dans le X ou dans le sens X sur Y ou X sur Z, c'est ça ? Si on considère les faces, exactement. Si je prends la face, par exemple, une face qui a une normale Y, hein, par exemple, si je dis que cette face-là, elle a une normale Y ou X2, eh bien, on peut tirer selon la normale, mais on peut aussi tirer selon X ou selon Z. Exactement. D'accord. Ok. Et donc, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on... Alors, on ne dit pas X, Y, Z, c'est pour ça qu'on donne des indices 1, 2, 3. Okay. Mais en fonction de ce qu'on fait, eh ben, on a des réponses différentes. C'est pour ça qu'on a besoin de ces termes. D'accord ? Je vais répondre à Florent. On peut revenir dessus. Donc, pourquoi 6 termes de déformation ? En fait, la déformation ici, on a bien 3 directions dans l'espace. 1, 2 et 3. Hein, donc, direction 1, direction 2, direction 3. Mais je peux avoir des déformations justement qui s'exercent sur les faces. Donc j'ai 3 déformations principales, c'est-à-dire que je tire selon 1, selon 2 et selon 3, je regarde la déformation selon ces 3 directions principales de l'espace. Mais ici, je m'intéresse au cisaillement, à ce qui va se passer sur la face si j'ai une combinaison. Imaginons que je tire maintenant selon 1 et 2, mon petit cube la face qui est là, va devenir un losange, et donc j'ai besoin de mesurer comment cette face se déforme. Et bien cette déformation ici correspond à un cisaillement, et ça correspond à ces 3 termes-là. En fait, on a 3 déformations normales et 3 cisaillements. D'accord ? Si je fais, là c'est parce qu'on est dans l'espace avec 3 directions, si je simplifie et que je me mets dans un plan avec seulement 2 directions, et ben mon petit cube peut s'allonger dans une direction. Alors, j'ai vu que je pouvais mettre un tableau. Est-ce que je peux mettre un tableau facilement sans arrêter? Je ne sais pas. Je vais tenter d'arrêter le partage et de voir si je peux mettre un tableau blanc, un tableau vide. Voilà. Hop, je prends un petit... alors, peut-être que ça va m'aider. Un rectangle. J'ai un petit cube. Imaginons que je sois sur un carré ici. Ce carré, qu'est-ce qu'il peut faire? Je tire dans une première direction. Ce carré peut se mettre comme ça. Vous êtes d'accord? Je tire dans l'autre direction. Il peut se mettre comme ça. Je vais les dessiner. Je tire dans cette direction. Il se met comme ça. Je tire ici. Il va se mettre comme ça. OK? Sachant que évidemment, la déformation peuvent être différentes parce que je peux avoir une anisotropie. Alors, imaginons que je recommence, je prends un petit carré ici. Ici, c'est très souple, donc je tire dessus, ça s'allonge beaucoup.
Et là, c'est très raide. Donc, quand je tire dessus, en fait, ça s'allonge assez peu. Et maintenant, imaginons que je tire dans deux directions. Je tire comme ça et comme ça. Comment mon petit carré va se mettre? Ben, il va se mettre sous la forme d'un losange. Donc, en fait, je vais avoir quelque chose qui va faire ça, ça. Je dessine assez mal avec ce crayon, hein, mais voilà, ça va se mettre sous la forme d'un losange. Là, on a l'epsilon dans cette direction-là. Donc, c'était ce qu'on avait appelé l'epsilon 1,1, par exemple. Là, on a l'epsilon dans cette direction-là, c'est ce qu'on appelle l'epsilon 2,2. Et là, on a l'epsilon qui correspond à un cisaillement qu'on va appeler epsilon 1,2. Est-ce que c'est un petit peu plus clair, hein? N'hésitez pas à parler, Gabriel. Oui, monsieur, je pense que oui, c'est assez clair, mais juste pour savoir si c'est plus clair, on va dire que là, ça va former le losange dans la direction Y. Ce sera plus tiré, non, pardon, dans la direction X, on va dire en abscisse, Ah oui. ce sera plus long que en Y, du coup, ou c'est pas. Oui, il y a une influence, effectivement. Là, j'ai dessiné un losange. J'ai pas fait forcément attention aux Oui, bien sûr, non, dimensions. c'était juste pour être sûr. C'était juste pour être sûr que Ouais. j'avais bien compris, du coup. Ok. Alors, c'est quoi que je peux mettre un pointeur? Vous voyez quelque chose apparaître là? Excusez-moi, monsieur, en fait, on ne voit pas du tout ce que vous avez expliqué. Mis à part les dessins, Ah, on ne voyait pointeur. pas Voilà. voir Je là, il y a un recommence. pointeur. Voilà, je recommence. Là, on a le cube initial, carré. Si je tire dans cette direction-là, que j'appelle par exemple 1, je tire dans cette direction, qu'est-ce que je mesure? Je mesure un allongement dans cette direction. Et cet allongement ici va me permettre de me définir le module Young dans cette direction-là, donc le module E1. Je suis assez souple, donc le module E1 va être plutôt bas. Je peux mesurer autre chose, je peux mesurer la contraction. Cette contraction va me permettre de définir un coefficient de Poisson, un premier coefficient de Poisson. Je tire dans cette direction-là. J'ai un allongement ici qui est plus petit, je tire avec le même effort, qui est plus petit que dans la direction 1. Donc cet allongement ici me permet de définir un module Young E2, mais qui est différent. J'ai une contraction qui est pareille, qui est différente de celle-ci. Je peux mesurer un deuxième coefficient de Poisson. Ensuite, si je tire dans les deux directions à la fois, dans cette direction-là et dans cette direction-là, eh bien, je vais avoir une sorte de losange. Alors, ce n'est pas un losange, c'est plutôt un parallélogramme que je vais obtenir, qui va dépendre des propriétés dans chacune des directions, et notamment des propriétés de cisaillement aussi. Donc, ça va être en partie relié au module Young, mais pas complètement, hein, je peux être indépendant. Mais donc, ce losange pourrait effectivement être un peu plus allongé dans cette direction-là que dans l'autre direction, puisqu'on avait un module un peu plus raide, ce qui ne serait pas illogique. Voilà. Et ce losange, ici, on voit bien que pour avoir la déformation, comment je peux faire? Mais en fait, on mesure les angles, entre guillemets, ici. Et ces angles, en fait, c'est la déformation, c'est directement le epsilon 1,2. Enfin, c'est 2 fois epsilon 1,2 que vous avez dans le cours. Donc là, on a le epsilon 1,1, le epsilon 2,2 et le epsilon 1,2 qui apparaît ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Le nu, c'est moins l'epsilon transverse sur epsilon longi. Donc là, on a un epsilon transverse qu'on appelle epsilon 2. Si je dis que ça, c'est la direction 2, le vertical, c'est la direction 2. Donc j'ai moins nu 1, 2. Et là, j'ai moins nu 2, 1. Et les nus 1, 2 et 2, 1 sont reliés entre eux avec les modules Young. Ça, c'est la relation que je vous ai montrée dans le cours hier. Je ne vous demande pas de connaître ces relations. Je vous demande juste de comprendre la manière dont ça fonctionne. Donc, je vais vous remontrer le cours pour vous parler des epsilon 1, 2 et 2, 1. Ça sera plus facile. L'écran. Où est-ce que c'est? Il est là. Voilà. Donc, est-ce que je l'ai là? Voilà. Vous avez cette relation qui existe entre les epsilon, entre les nus. Hein, donc, je remets votre chat pour pouvoir. Donc,
la relation ici permet de relier les nus, donc qui sont différents pour avoir ça. Par contre, les epsilon sont équivalents, eux. Epsilon 1, 2 ou 2, 1 sont équivalents. Donc, c'est bien pareil. Dans le tableau qui est là, voilà. Ici, j'aurais très bien pu mettre epsilon 1, 3 ou 3, 1, c'est pareil. 1, 2 ou 2, 1, c'est pareil. Et 2, 3 ou 3, 2, c'est pareil. Mais ce qui n'est pas vrai pour les nus. Oui? J'ai une question. Le 2 devant le epsilon 2, 3, il correspond à quoi? Ça, c'est parce qu'on regarde un parallélogramme et en fait, on va prendre les angles. En fait, c'est la somme des deux angles que j'ai de part et d'autre. Alors, est-ce que je peux vous montrer ça autrement? Parce que je ne l'ai pas dans le cours. J'essaye de voir. Alors, cisaillement, j'essaie de trouver un dessin sur Internet pour vous montrer. Cisaillement. Est-ce que j'ai ça quelque part de... Je peux le remontrer. Je trouve pas ça facilement. Contrainte de cisaillement. Ça, c'est pas bien non plus. J'essaie de vous trouver une image. Est-ce que j'ai... Ah, voilà, là j'ai des choses qui sont un peu mieux. C'est pas encore tout à fait ce que je veux vous montrer. Voilà, là j'ai un dessin qui va nous permettre de comprendre un peu plus les choses. Est-ce que je peux... Voilà, je vais partager l'écran pour avoir ça. Alors, partager l'écran, fenêtre... Firefox. Est-ce que là, vous voyez mon écran avec le cube qui se déforme? Alors moi, je ne vous vois plus par contre. Non, monsieur. Vous ne voyez pas, d'accord. Ça ne marche pas. Alors, je vais partager autrement. Je vais faire l'écran en entier, autoriser. Est-ce que là, maintenant, vous le voyez? Alors pareil, je ne vous vois pas pendant que je fais ça. Alors, je suis obligé. Oui, merci. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? En fait, on a noté ça gamma, mais en fait, le gamma, vous le voyez sur le cours, je vous le remontrerai. Donc, ça, c'est le epsilon, c'est un des epsilon, et ça, c'est le deuxième. Et donc, on fait en fait, c'est deux fois epsilon. C'est ça plus ça, qui nous permet d'avoir l'angle, en fait, exact, de déformation. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a un 2 devant. Et on remplace le 2 epsilon xy ou un 2 par un gamma, par une valeur gamma. Donc, on le voit ici. Je remplace le 2 epsilon par gamma. Donc, sur le cours ici, on a gamma sur 2 qui correspond en fait à un epsilon ici, un epsilon ici. D'accord? Donc, ça, c'est de la mécanique des milieux continus. Je partage comme il faut mon document qui est là. Monsieur, voilà. Oui. Excusez-moi, une petite question. On est d'accord? Il y a possibilité d'avoir que 3 cisaillements parce qu'on peut, on va dire, un cisaillement, c'est forcément entre 2 axes et du coup, on peut, vu qu'on a on a que 3 axes, on peut avoir que 3 possibilités.
Ben oui, en fait, on imagine le Ça cube vient de là, en fait. et voilà, et donc ça se déforme effectivement de part et d'autre. Enfin, il faut que le système soit un équilibre après, exactement. Il y a des prix en fait, c'est ce que je veux dire. Ok, merci. Exactement. Bon, là, je suis content que vous me posiez toutes ces questions, que vous restiez pas dans le vague. Hein. C'est important d'avoir en tête ces choses-là. Il faut se rassurer. Néanmoins, hein, mon objectif, c'est pas que vous soyez des champions de la mécanique des milieux continus, mais c'est que vous compreniez simplement quelle est l'implication de l'anisotropie, qui est quand même un domaine qui est qui est très important pour les composites, hein, pour la relation entre la microstructure et les propriétés. Si on ne comprend pas qu'est-ce que ça implique, on passe à côté de certaines choses. Donc, je suis heureux que vous me posiez ces questions et j'espère effectivement qu'avec mes explications, vous y voyez un petit peu plus clair. Donc, l'idée, c'est bien de comprendre que ça complique beaucoup les choses de passer avec de l'anisotropie, qu'on arrive sur des relations de Hooke généralisées comme celle-ci, et donc on a un certain nombre de paramètres à caractériser. Alors je vais vous préciser ce qu'il faut retenir par rapport à tout ça. Donc qu'est-ce que j'attends de vous? Que vous sachiez me dire qu'est-ce que c'est que la loi de Hooke généralisée? Comment on passe de sigma égale E epsilon à cette écriture. En fait, qu'est-ce que c'est que cette écriture? Simplement. Donc, ce que je vous demande, c'est d'être capable d'écrire ça et de me dire, ça, ce sont les contraintes que l'on peut écrire sous cette forme, et ça, ce sont les déformations qu'on peut écrire sous cette forme. Et qu'entre les deux, on met une matrice qu'on appelle la matrice de rigidité. Je ne vous demande pas de savoir écrire la matrice de rigidité ni la matrice de souplesse telle que c'est présenté ici. Je ne vous demande pas ça. D'accord? Juste me dire que c'est une matrice et que cette matrice, elle a 6 lignes et 6 colonnes pour pouvoir faire les relations que l'on a vues tout à l'heure. Savoir que la matrice de souplesse est l'inverse de la matrice de rigidité et que la matrice de rigidité est l'inverse de la matrice de souplesse. D'accord? Savoir que l'inverse, c'est pas juste l'inverse des composantes. J'inverse pas les composantes, mais je suis obligé de calculer l'inverse de la matrice et que l'inverse de la matrice, c'est une opération mathématique particulière. Je vous demande pas de savoir inverser une matrice, mais savoir que c'est pas juste l'inverse des composantes, savoir que c'est plus compliqué. D'accord. Qu'est-ce que je vous demande de plus ici? Je vous demande de savoir ce que c'est que l'orthotropie. Qu'est-ce que ça implique l'orthotropie? Pour moi, ce que ça implique, c'est que ça implique 9 paramètres indépendants. Donc, dans le cas isotrope, qui est le dernier cas traité ici, que vous connaissez beaucoup mieux, il faut 2 paramètres élastiques pour définir complètement le comportement élastique de notre matériau. 2 paramètres. Ces 2 paramètres peuvent être le module Young et le coefficient de Poisson, par exemple, qu'on obtient facilement à partir d'un simple essai de traction. Mais on pourrait aussi dire que dans le cas isotrope, je choisis 2 autres paramètres. Je pourrais choisir, par exemple, le module Young et le module de cisaillement, ou le module Young et le module de compressibilité. En fait, il y a des relations qui lient tous ces paramètres, et donc il en suffit de 2 pour définir entièrement cette matrice dans le cas de l'isotropie. Donc dans le cas de l'orthotropie, retenir qu'il en faut 9. Quels sont ces 9 paramètres? Simplement me dire qu'il y a 3 modules Young, 3 coefficients de Poisson et 3 modules de cisaillement. Ça me suffit. D'accord? Ensuite, que dans le cas isotrope transverse, il y a 5 paramètres. Il y a, dans le cas isotrope transverse, 2 modules Young, E1 et puis celui-là. Il y a alors après, il va falloir voir au niveau des coefficients de Poisson. Il y a 2 coefficients de Poisson et un module de cisaillement, par exemple. Mais on pourrait faire les choses un petit peu différemment. Donc ça, c'est pas forcément évident pour vous de retenir quels sont les termes. Donc je vous interrogerai pas de toute manière sur des choses un peu particulières. Mais retenir que c'est 5 paramètres. D'accord. Alors, qui veut prendre la parole? Pardon. Oui. Mohamed? Ouais, petite question. Donc, selon on va dire la tropie dans laquelle on se situe, si on est isotrope, vous avez dit quoi? Excusez-moi. Orthotrope, isotrope transverse. Et isotrope transverse, on aura toujours un nombre de
un nombre de caractères, enfin un nombre de modules ou de cisaillements précis dans. Oui, D'accord. Donc exactement. vu qu'on a 21, enfin on peut aller jusqu'à 21 constantes, enfin 21, Oui, 21 dans le paramètres, cas général. Oui. on aura 21 formes d'isotropie. Non, non, non. Dans le cas général, on a 20 paramètres à identifier, dans le cas le plus général, dans l'anisotropie la plus complète. 21 composantes. On ne le fait jamais. On passe toujours par des simplifications. Les simplifications, la plus complexe qu'on puisse imaginer, c'est ce qu'on appelle l'orthotropie. D'accord? Donc, dans l'orthotropie, on passe de 21 à 9 seulement. Donc, je fais une simplification. Je suis sur un matériau orthotrope. J'ai 9 paramètres à caractériser pour définir le comportement de mon matériau. Imaginons que vous travaillez sur une plaque composite qui est faite à partir de tissus. C'est ce comportement-là que vous seriez amené à caractériser. Donc, vous avez utilisé des tissus, vous les avez orientés tous à peu près dans la même direction, vous avez fait une plaque composite. Si on vous demande de caractériser le comportement de cette plaque, c'est 9 paramètres qu'il faut déterminer. D'accord? Si maintenant, vous avez non pas réalisé donc une plaque, mais vous avez réalisé un jonc, tel que les joncs qu'on regardait hier. Vous avez mis les fibres dans la même direction, toutes les fibres dans la même direction. Là, vous êtes dans un contexte d'isotropie transverse. Donc en même temps, je réponds à Florent en racontant tout ça. On est dans le contexte d'isotropie transverse. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on a un comportement dans le sens des fibres qui est par exemple très raide. Et si je me place dans la section transverse de mon jonc, de mon cylindre, eh ben, j'ai une symétrie de rotation, j'ai le même comportement dans le plan transverse. Donc c'est pour ça qu'on a besoin que de 5 composantes maintenant indépendantes, 5 modules ingénieurs. Donc je simplifie ma caractérisation. J'ai besoin de moins d'essais pour caractériser mon matériau. Et si maintenant je me place sur un matériau qui est isotrope, ce n'est pas le cas des composites, mais si je me place dans un contexte isotrope, de 21, je passe à 2. Je n'ai que 2 composantes à caractériser. D'accord? Comment est-ce qu'on sait qu'on est dans un cas ou dans l'autre? On le sait en sachant comment on a fabriqué le matériau d'une part. C'est-à-dire que sur un composite, comme on choisit globalement les orientations des fibres, on sait dans quel contexte on est. Si je prends un matériau composite avec des fibres orientées toutes dans la même direction, notez-le bien, mais si toutes mes fibres sont orientées dans la même direction, je suis isotrope transverse. Donc on n'est pas là, on est isotrope transverse. Ça, c'est si j'ai mes fibres dans une seule direction. Maintenant, si je considère un matériau où je choisis 2 directions, orientées à 90 degrés l'une de l'autre, comme sur un tissu, je suis orthotrope. D'accord? Et si on fait des choses qui sont différentes, eh bien, on est dans le cas général. Est-ce que c'est plus clair? Oui? Ok, très bien. Donc, le principe ici, c'est que, est-ce que c'est clair sur ce qu'il faut retenir, ce que j'attends de vous? Ou est-ce qu'il y a encore des incertitudes par rapport à ça? Oui, Mohamed? Du coup, par rapport à l'isotropie transverse, on est d'accord que sur le longitudinal, ils sont anisotropes, mais c'est sur le côté transversal, ils peuvent aller dans tous les sens, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a que Dans le 5 côté, paramètres. voilà, parce que dans le côté transverse, sur la section transverse, c'est isotrope. C'est pour ça qu'on appelle ça isotrope transverse. Ok, merci. Exactement, c'est bien isotrope. Donc, pour se représenter le schéma, c'est ce que je vous ai montré hier avec je peux prendre le lin ici, ou le roseau dont on parlait, c'est que je suis bien isotrope transverse, c'est-à-dire que si je tire, vous voyez mon curseur là ou pas? Oui. Oui. Donc si je tire comme ça, comme ça, comme ça, ou dans n'importe quelle direction, j'ai le même comportement. Par contre, si je tire de manière longitudinale, perpendiculairement à l'écran, j'ai un comportement différent parce que je tire dans la direction des fibres. Donc dans ce plan-là, je suis bien isotrope. Par contre, donc c'est le plan transverse, je suis bien isotrope. Par contre, dans le plan longitudinal, je ne le suis pas. Sur le plan transversal, on n'a pas de direction, de direction préférentielle. Non, c'est ça. On a une symétrie de rotation complète. C'est-à-dire, quel que soit l'angle que je prends, j'aurai toujours le même résultat. Ok. Merci. Jules, je ne comprends pas bien la direction. La question. Donc, Florent, c'est oui.
on a un module E2 et E3 qui sont égaux et un module E1 qui est différent si le E1 est perpendiculaire au plan ici. Ah si, je comprends juste ce que tu veux dire. Donc oui, le principe c'est ça, c'est-à-dire si j'ai les fibres orientées dans une seule direction, je suis effectivement isotrope transverse, avec le plan d'isotropie qui est perpendiculaire à la direction des fibres. Et si j'ai deux directions pour mes fibres, je suis dans un contexte d'orthotropie. Oui. Et puis, alors quelque chose d'autre, c'est plutôt le cas général, mais souvent on fait un compromis. C'est-à-dire que le cas général est tellement compliqué que parfois on se dit que même si on a plus de directions, on essaye de caractériser que 9 composantes, ce qui est déjà considérable, et on fait une approximation. Ok. Impeccable. Bon, alors Grégoire me disait que c'était très clair. Est-ce que c'est pour tout le monde le cas ou est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a besoin que je explique quelque chose ici? Non? C'est bon? Ok. Voilà, donc c'est important d'avoir tout ça en tête. Et qu'est-ce que j'ai ajouté hier par rapport à ces questions d'anisotropie? J'ai ajouté que pour avoir la mesure de 5 composantes ou de 9 composantes, c'est un certain nombre d'essais qu'il faut mener, bien sûr, mais qu'en plus, les matériaux répondent différemment suivant la température à laquelle on va les solliciter ou suivant la vitesse à laquelle on va les solliciter. Donc les plans d'expérience pour caractériser ces matériaux sont souvent très grands du fait de ces difficultés et de ces dépendances liées au polymère dans le composite. Donc, en l'occurrence, peut-être que certains d'entre vous s'orienteront un peu plus vers la mécanique et puis d'autres pas du tout, mais vous serez peut-être amené à travailler en relation avec des personnes qui font de la caractérisation mécanique ou qui font de la simulation. Et donc, c'est important pour vous d'avoir tout ça en tête. Voilà, savoir que quand on veut caractériser un matériau qui est anisotrope comme un matériau composite, ça nécessite un peu plus qu'un seul essai. Quand je dis un seul essai, c'est une seule condition d'essai. Il y a des conditions qui dépendent complètement de la température, de l'humidité, de la vitesse de sollicitation et puis surtout des directions dans lesquelles on vient solliciter le matériau. Ok. Très bien. Ce petit rappel, je pense, était nécessaire. C'est vrai qu'on est passé un petit peu rapidement, peut-être hier en fin d'après-midi là-dessus. Et puis j'ignorais que certains d'entre vous n'avaient fait que très très peu de calculs matriciels. Donc c'est important de revenir là-dessus. On a parlé d'inertie, la résistance au changement. Donc vous vous souvenez tous de l'inertie administrative pour vous donner une idée de ce dont on parlait. Et donc l'inertie, c'était pour augmenter l'inertie, j'éloigne la matière de la fibre neutre. Et pour diminuer l'inertie, pour avoir des fibres qui soient très souples, je ramène la matière, je condense la matière sur une toute petite zone et donc je réduis mes diamètres. Donc ça, c'était assez clair. L'anisotropie, on vient d'en parler, je pense que maintenant c'est clair pour vous. Il restait un dernier point pour cette partie ingrédients de succès, ce sont les propriétés spécifiques. Alors on a évoqué hier de quoi on parlait en disant que c'était des propriétés qui étaient ramenées à la non-cité. Donc là, on va partir sur ce troisième volet cet après-midi et puis on va évoquer également de manière quantitative des valeurs. Vous avez en tête un certain nombre de choses sur des matériaux plutôt classiques. On va regarder si, et hier vous avez bien répondu sur ces questions, on va essayer de voir pour les composites où on se situe par rapport à ces propriétés spécifiques. Alors la première chose, c'est de dire, les propriétés spécifiques, c'est effectivement la raideur, par exemple, sur la densité, si je m'intéresse à ce paramètre qui est, je pense, un paramètre intéressant à regarder par rapport à ce qu'on vient de se dire hier. On dépend complètement de la place dans ce tableau périodique que vous connaissez très très bien pour avoir ces performances. Donc plus je vais être haut dans ce tableau, moins la densité va être grande et plus effectivement je vais pouvoir avoir une performance qui peut être intéressante. Alors les matériaux organiques, on se situe où sur ce tableau? C'est composé de quel type d'atomes?
de carbone, d'azote, d'hydrogène. Ouais, carbone, donc on est là. Carbone, azote, hydrogène, oxygène. Globalement, on a ces atomes pour former des polymères, la matière organique. Donc on est très haut dans le tableau. Hein, on voit qu'on est très haut et vous connaissez bien les polymères. Les densités sont relativement faibles. Vous pouvez me donner des densités de polymères? De l'ordre de grandeur? On a cité hier les ordres de grandeur pour l'acier ou l'aluminium. On va voir de quels atomes sont constitués ces matériaux. Mais pour les polymères, on se situe à quel type de densité? Ouais, 0,9. C'est ça, on est autour de 1. Hein. On peut être un peu inférieur, un peu supérieur à 1, mais on est autour de 1. Donc, on est sur des densités très, très faibles. On parlait de ces atomes pour les polymères. Pour l'acier, on est sur quels atomes pour l'acier? Comment on fait de l'acier? Alors, on met du fer et un peu de carbone. Donc, on a du fer, on voit qu'on est quand même descendu dans le tableau, là, et un peu de carbone. Et pour l'aluminium, les alliages d'aluminium, on met de l'aluminium, et puis après, on met des différents éléments, effectivement, d'addition. Et en fonction des éléments d'addition, on peut redescendre un peu dans le tableau suivant ce qu'on va faire comme type d'aluminium. Donc, on voit qu'on est un peu plus haut, puisqu'on a une base d'aluminium, donc qui va nous permettre d'être un peu moins dense. Donc là, on était pour l'acier à 7,8, 2,7 pour l'aluminium, et puis autour de 1 si on vient chercher des atomes ici. Alors un composite, c'est fait effectivement de matière organique pour la matrice ici, en tout cas que j'aborde dans le cadre du cours, et puis c'est fait de renforts, qui peuvent être de différentes natures. Hier, vous m'avez cité différents types de renforts. Vous m'avez parlé de fibres qui pouvaient être des fibres en polymère. Vous m'avez cité le Kevlar en particulier. Donc oui, si je suis sur un matériau composite renforcé avec du Kevlar ou plus généralement avec de l'aramide, l'aramide, c'est de la matière organique. Donc on reste tout en haut du tableau. Et là, on a des densités très très faibles qui sont autour de 1. Bien sûr, un peu plus que 1 parce que l'aramide, c'est un peu plus élevé, mais globalement, on est légèrement au-dessus de 1. Donc, on est sur des densités qui sont très faibles comparées à l'aluminium, tout en ayant des caractéristiques très intéressantes. On va en parler un peu plus tard tout à l'heure. Si maintenant, je considère d'autres renforts, par exemple, je prends un composite haute performance qu'on évoquait hier pour l'aéronautique ou l'aérospatiale, nos bateaux du Vendée Globe Challenge, j'ai de la matière organique pour la matrice, et puis les fibres, c'est du carbone. Encore une fois, je suis hyper haut dans le tableau. Donc là encore, sur ces densités, je vais être au-dessus de 1, mais avec une densité qui va être très très faible aussi. Donc je suis vraiment sur des densités très très faibles, tout en ayant des raideurs intéressantes. Les raideurs, on va en parler après. Et puis on peut mettre aussi des fibres de verre. Alors les fibres de verre, c'est quoi comme type d'atome qu'on met pour avoir du verre? Oui, et puis de l'oxygène, voilà, c'est ce qui me manquait. Donc exactement, et donc on va avoir du verre, effectivement, c'est un peu plus dense. Alors est-ce que vous avez une idée de la densité du verre? Alors on est plutôt autour de 2,5, 2,5 pour le verre. C'est comme l'aluminium. On a des densités entre les alliages d'aluminium et le verre très très proches. Donc on est autour de 2,5. Mais dans un composite, on ne met pas que du verre puisqu'on fait un composite. Donc on met une quantité de verre, une fraction volumique de verre qui peut être de 50%, et puis on met le reste, 50% de matrice. Et donc du coup, on a des densités à la fin qui sont intéressantes, qui peuvent être de l'ordre de, pour un composite à base de fibres de verre, on peut effectivement avoir des densités de l'ordre de, par exemple, 1,8 à 2 en fonction de la quantité de verre qu'on va mettre. Donc ça, c'est relativement intéressant aussi d'avoir des composites à base de fibres de verre. Alors la densité, là, on la voit directement, on la distingue en tout cas dans ce tableau périodique. La raideur, beaucoup moins.
La raideur dépend de beaucoup de choses aussi, hein, d'ailleurs comme la densité, parce que finalement c'est la manière dont la matière est organisée qui va faire tout ça. Mais la raideur, il faut regarder le type de liaison qui va être réalisée. Et on se rend bien compte que les liaisons sont très importantes parce que sur des polymères, on peut avoir les mêmes atomes et puis des liaisons complètement différentes et des organisations complètement différentes avec ou pas des cycles aromatiques, avec différentes choses qui vont faire que les polymères peuvent être plus ou moins raides. Si je prends l'exemple de l'aramide, qu'on évoquait tout à l'heure, dedans j'ai du carbone, de l'azote, de l'oxygène, de l'hydrogène, comme dans le cas d'ailleurs d'autres polyamides. Mais le principe de l'aramide, c'est d'avoir des cycles aromatiques. Et en particulier, ces cycles aromatiques, on va, quand on fabrique une fibre, les voir s'orienter de manière dans le sens longitudinal de la fibre. Et donc, quand on vient tirer sur une fibre aramide, on vient tirer sur ces cycles aromatiques. C'est très schématique ce que je vous dis, mais globalement, c'est ça. Les macromolécules s'orientent dans la direction de la fibre. Et une fibre d'aramide, est-ce que vous avez une idée des performances longitudinales, des propriétés que l'on aurait? Donc, vous m'avez dit hier, autour de 200-210 pour gigapascal pour l'acier, autour de 70 pour un alliage d'aluminium. Pour le verre, on est autour de 70 aussi. Et pour l'aramide, dans la direction de la fibre. Pas d'idée? Alors 150, j'ai d'autres propositions? Alors 300, c'est un peu élevé. 500, encore plus. Vous imaginez qu'on tire sur un polymère quand même, hein? C'est quand même un polymère. Donc l'aramide, les fibres les plus basiques d'aramide sont autour de 80 gigapascal. 80. C'est au-dessus de l'aluminium et du verre. Ce qui est quand même intéressant, vous avez là un polymère, donc avec une densité très faible, et vous avez des caractéristiques qui sont un peu supérieures au verre ou à l'aluminium, qui n'ont pas du tout les mêmes densités. Et puis l'aramide, si on lui applique des traitements particuliers, on peut le faire monter. Effectivement, 150, on a des grades d'aramide qui peuvent monter autour de 150 gigapascal. Donc, vous voyez, c'est relativement intéressant. Les fibres de carbone maintenant, quelles seraient les caractéristiques, les propriétés longitudinales, donc modules longitudinaux de fibres de carbone? Alors, je ne vous demande pas de chercher sur Internet, je vous demande d'imaginer. Alors, 50, c'est un peu bas, non? Là, on est sur une fibre de carbone, donc on est parmi les fibres les plus fortes. 160. Est-ce que j'ai d'autres propositions? 380, 180. D'autres tentatives? 200. Alors, vous n'osez plus me proposer des valeurs plus grandes, là? Vous êtes un peu timide. Ah, 4000, non, c'est un peu beaucoup, ça. 800. Ah, voilà, là, on s'approche de valeurs intéressantes. 800. 500. 900. Waouh. Ah, c'est beaucoup, 900. Hein. Non, ça vous paraît pas beaucoup? 750. 500, 700. Alors là, on ne parle pas de résistance, on parle de raideur. Hein. On parle vraiment de raideur, de module. 725. Eh bien, je vais vous répondre. Hormis le 4000, mais c'était peut-être un 400 qui devait être tapé, toutes vos valeurs sont bonnes. C'est-à-dire que le carbone a cette faculté de pouvoir être fabriqué avec des propriétés visées que l'on peut maîtriser. Donc évidemment, c'est le traitement thermique et puis la nature du précurseur qui va faire qu'on va atteindre ces propriétés. Et derrière, le coût va être différent aussi. Donc les carbones les plus basiques, ceux que l'on utilise de manière assez courante, sont autour de 240 gigapascal.
240. Donc, on est au-delà de l'acier. Ça, c'est un carbone relativement basique qu'on appelle haute résistance. Hein. Donc, il a un coût raisonnable. Il tient très bien en résistance, donc à la rupture. Et il a une raideur de l'ordre de 240. Ensuite, on a tout ce qu'on peut avoir jusqu'à 950. Les carbones les plus élevés en module sont à 950. Pourquoi 950 ? Parce que la limite, elle est autour de 1000. La limite physique du carbone, s'il est vraiment traité thermiquement jusqu'à plus de 2400 degrés, on obtient des feuillets de graphite, en fait. Et si on prend un feuillet de graphite et qu'on tire dessus, dans les plans de graphite, on est un peu au-delà de 1000 en raideur. Et donc, on ne peut pas faire mieux que ça, évidemment. Et donc, les fibres de carbone les plus performantes en raideur montent à 950. Ensuite, toutes vos valeurs sont bonnes. Il y a des carbones à 600, il y a des carbones à 400, à 300. Il y a même quelques carbones en dessous de 240. D'accord ? Donc, notez bien dans un coin de vos documents, là, que si je vous pose la question des propriétés du carbone, en fait, j'accepte énormément de réponses. Alors, j'accepte pas au-delà de 950, hein, et j'accepte pas non plus des valeurs trop basses, mais globalement, voilà, tout ce que vous m'avez proposé, c'est bon. Après, on classe ces carbones par catégorie. Donc, les deux grandes catégories sont les carbones dits haute résistance, ceux qui vont avoir des modules autour de 240 gigapascales. Et puis, la deuxième grande catégorie, c'est les carbones dits haut module, qui vont être autour de 800, 900, voire jusqu'à 950 gigapascales. D'accord ? Et puis, entre les deux, on a des modules intermédiaires. Donc, carbone à module intermédiaire. D'accord ? Alors, parfois, il y a des distinctions, des sous-distinctions pour tous ces carbones, mais globalement, si vous retenez carbone haute résistance et haut module, c'est très, très bien. Alors, il y a une question j'ai pas vu, du coup, Mohamed. Monsieur. Ouais, oui. Par rapport au module, par rapport au carbone haute résistance, est-ce que vous incluez le diamant dedans ? Dans le type, non, il n'y a pas du tout de structure diamant du tout. Non. C'est que des feuillets de graphite. Ah, ok, merci. C'est vraiment que des feuillets de graphite. En fait, pourquoi est-ce que... alors ça, vous le verrez, alors je ne sais pas si peut-être avec Cécile, je pense que vous verrez ça, si ce n'est pas encore le cas, mais en fonction du traitement thermique qu'on fait sur le précurseur, donc soit un polyacrylonitrile, soit un précurseur de type pitch, donc Bray, on va avoir différentes étapes. On a une étape d'oxydation, plutôt à basse température, puis une étape de carbonisation, et ensuite on a une étape de graphitisation. En fait, plus on augmente la température, mieux le carbone va s'organiser sous forme de graphite. Mais si le carbone s'organise bien sous forme de graphite, en fait, il est obligé de se déplacer pour former ces feuillets graphiques. Et donc, il y a des cavités de plus en plus grosses qui se créent dans la fibre. Donc, sur les fibres les plus à plus haut module, vous avez une très grande raideur parce que vous avez un graphite qui est très bien organisé. Mais par contre, vous avez des gros trous dans la fibre. Donc, en fait, le module est très bon, mais la fibre va casser assez rapidement, la résistance va être plus faible parce que vous avez des cavités. Si vous êtes sur une température de carbonisation, vous avez des zones qui sont relativement bien organisées en graphite, d'autres un peu moins, mais les trous sont beaucoup plus petits, sont beaucoup mieux répartis. Et donc, c'est ce qui fait que vous obtenez un optimum en termes de résistance. Et le module est raisonnable autour de 240. D'accord ? C'est plus clair tout ça ? Oui ? Bon, j'imagine que oui. Alors, une fois qu'on a vu donc comment la matière était constituée, comment est-ce que ça allait pouvoir se traduire sur la densité et la raideur, on peut donc introduire le module Young spécifique. Donc, on voit ici trois exemples, hein, un jonc de verre, un jonc d'acier et un jonc d'aluminium. Vous voyez qu'en fait, pour le jonc de verre et le jonc d'aluminium, ici, vous avez des valeurs qui sont très très proches. On est autour, alors c'est environ 70 gigapascales pour le module Young, pour les deux, et on est autour de 2,5 pour le verre et autour de 2,6 pour l'aluminium. Donc, quand je divise les deux, j'ai des valeurs de propriétés spécifiques qui sont très très proches. Pour l'acier, on a 210 gigapascales, mais on a aussi une densité beaucoup plus élevée, et si je divise, on a une propriété spécifique qui est encore très très proche. Eh bien, les matériaux composites, eux, vont pouvoir avoir des propriétés spécifiques qui vont être améliorées. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau ? Ce tableau, ce graphique, vous le connaissez.
c'est un diagramme d'HB. Vous avez déjà rencontré, je pense, ce type de graphique. Qu'est-ce qu'on a représenté ici? Le module de Young sur l'axe des ordonnées et la densité sur l'axe des abscisses. Qu'est-ce qu'on va chercher à avoir? On va chercher à avoir le module de Young le plus élevé, donc les matériaux qui sont les plus hauts, tout en ayant les densités les plus faibles. Donc le meilleur matériau, en fait, il est là. Avoir une densité très faible et une raideur très importante. On voit qu'il n'y en a pas ici. Par contre, il y a des matériaux qui tendent à aller dans cette direction. Quels sont ces matériaux? C'est le bois, ici, qui est effectivement un composite naturel. On voit qu'il est très bien placé. On a des bois très intéressants qui peuvent avoir des propriétés en module Young relativement élevés et des densités relativement faibles. Et puis les composites à matrice organique, dont on parle ici, qui sont aussi relativement bien placés. Mieux placés que les métaux ou les céramiques. Alors là, en fonction de la nature des fibres, de la nature des polymères que l'on va choisir, on va pouvoir avoir des matières qui vont très haut en module ou des matériaux qui sont beaucoup plus bas, beaucoup plus meilleur marché entre guillemets pour les composites haute diffusion. Et donc on va se situer dans cette bulle ici. Alors je dis pas qu'il peut pas y avoir un ou deux points en dehors de cette bulle, c'est très schématique, mais ça vous indique un petit peu où on se situe donc pour ces matériaux composites. Et donc, on a vu un peu ensemble quelles étaient les densités et les modules. Donc, ce que je vous demande de retenir sur cette partie propriété, c'est de bien noter les ordres de grandeur. Donc, pour le verre, l'acier et l'aluminium, c'est d'avoir les ordres de grandeur en tête et d'être capable d'avoir les ordres de grandeur que je vous ai cités pour le carbone, pour l'aramide, pour les polymères, à savoir où on se situe. J'ai pas fait moi les calculs là sur les planches de module Young divisé par densité pour ces matériaux. Dans d'autres présentations j'ai ces valeurs. Je vous laisse le faire, voir un petit peu où on se situe. Là vous prenez des propriétés de matériaux composites et vous regardez. Alors oui, il y a un point quand même qu'on a abordé par oral qui est important à noter pour vous, c'est mais ça vous allez le revoir également avec Véronique et avec Cécile, c'est pour ça que je ne l'ai pas renoté ici de manière explicite. C'est, je vous ai parlé des propriétés du verre, des propriétés du carbone, des propriétés des polymères. D'ailleurs, on n'a pas donné les modules des polymères. Je crois pas, on a donné les densités, mais on a oublié les modules Young. Où est-ce qu'on se situe pour les polymères en module Young? Des idées? 2,5 GPa1, ouais. Alors ça, c'est pour les polymères les plus... Parmi les plus performants. Alors, 30, 80, c'est un peu trop. Là, ça veut dire que c'est les polymères chargés. Donc, si on est sur du polypro, du polyamide, on est plutôt sur des valeurs un peu plus faibles. Alors, on peut avoir des valeurs beaucoup plus faibles, mais ce qu'il faut retenir, ce que j'attends de vous, c'est qu'on est de l'ordre du gigapascal. De l'ordre du gigapascal. Voilà. Ça peut être 3 si on est sur des matrices vraiment performantes, époxy ou autres, et ça peut être autour de 1, voire un peu moins, si on est sur d'autres polymères. Donc, il faut retenir qu'on est de l'ordre du gigapascal, d'environ 1 gigapascal. Donc, une densité autour de 1 et un module Young autour de 1 gigapascal. Et puis ensuite, on avait vu les valeurs pour les fibres. Alors, ce que je n'ai pas mentionné, que j'évoquais juste à l'instant, je vais tenter de faire un tableau vide pour vous le noter, c'est comment calculer les propriétés d'un matériau composite. Alors, on va faire l'hypothèse que on prend un matériau avec des fibres dans une seule direction, on pourrait faire des hypothèses différentes, et je veux calculer mon module Young dans la direction des fibres. Ce module Young, il va s'exprimer de manière assez simple, comme étant le module des fibres multiplié par, alors je vais faire un multiplier un peu plus loin, multiplié par la fraction volumique de fibres, plus la page est blanche. Est-ce que là, la page n'est plus blanche? Ouais, ça vient de s'afficher. Ah oui, donc c'est parce qu'en fait, quand j'écris le texte, alors par contre, je ne peux plus remodifier. Alors, donc, laissez-moi écrire le texte et ensuite, je vous le montre. EF multiplié par VF plus EM multiplié par VM, c'est égal à EF multiplié par VF plus EM multiplié par 1
moins VF. Je vous l'affiche tout de suite et ça, c'est simplement la loi des mélanges que vous connaissez probablement. Donc, le module Young de mon matériau composite dans la direction des fibres. J'ai pris un matériau isotrempe transverse avec des fibres dans une seule direction. J'ai le module des fibres multiplié par la fraction volumique des fibres plus le module de matrice multiplié par la fraction volumique de matrice. Ce qui est égal au module des fibres multiplié par la fraction volumique des fibres plus le module de matrice multiplié par 1 moins VF, puisque la fraction de matrice, c'est bien sûr 1 moins la fraction de fibres. Si on l'applique de manière simple à un matériau composite, imaginons que je prends un matériau composite qui soit constitué à 50% de verre, quel est le calcul à faire? Je vais prendre le module des fibres, 70 gigapascal, 70, multiplié par la fraction de fibres, 0,5 pour 50%, donc 70 par 0,5, plus le module de la matrice, je veux dire que c'est 1, si je prends du polypro, 1 multiplié par 0,5. Donc en fait, on voit que c'est très très proche de 35 gigapascal. Je suis à 70 gigapascal ici, parce que ça, c'est un terme qui est négligeable. Donc, si je prends un composite fait à partir de fibres de verre, si je regarde dans la direction des fibres de verre, je peux calculer les propriétés. Donc, j'ai 70 multiplié par 0,5, plus un terme ici qui est négligeable, et donc j'ai environ 35 gigapascal. Maintenant, on connaît les densités, on peut faire 35 gigapascal divisé par 2 par exemple, et puis on aurait les propriétés spécifiques de notre matériau. Ok? Ça, c'est la loi des mélanges, je pense que vous l'avez déjà rencontré. Est-ce que c'est vrai? Voilà. Alors, je pense que ça, vous l'avez déjà rencontré et vous pourrez l'utiliser. Donc, je vais repartager mon écran. Oui, c'est uniquement pour le sens longitudinal, uniquement la direction des fibres. Tout à fait. On aura l'occasion de rediscuter, mais en présentiel, des autres directions un petit peu plus tard. Ok. Voilà, donc ça, c'était important de pouvoir avoir ces données en tête. Et donc là, vous êtes théoriquement, à l'issue de cette diapositive, capable de me donner des ordres de grandeur, de propriétés de matériaux et être aussi conscient de ce que l'anisotropie va avoir comme conséquence dans le cas d'une caractérisation sur ces matériaux composites, bien sûr. Alors, c'est un peu ici ce que vous pourriez me dire, c'est que, oui, mais là, on a mis un module Young, alors qu'on a vu que les matériaux composites étaient anisotropes. Comment est-ce qu'on gère les choses? En fait, le module Young qui est donné ici, c'est celui qui concerne la direction des fibres. Globalement, les valeurs qu'on a là, c'est pour des matériaux isotropes transverses, où on est allé regarder la direction des fibres. D'accord? C'est pour ça que on peut faire cette comparaison. Mais on serait théoriquement en droit de se poser la question de la nature du module qui est présenté, bien sûr, ici. Hier, on a parlé de l'hétérogénéité qui était dépendante de l'échelle. On a dit que aux échelles les plus fines, il y avait une grande hétérogénéité parce qu'on avait des atomes, et puis si je me place suffisamment loin, j'ai l'impression que mon matériau est homogène. L'anisotropie, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, je l'ai dit hier, mais je préfère le redire aujourd'hui, l'anisotropie, c'est... Ah, il y a un micro qui s'est ouvert peut-être? Quelqu'un veut intervenir? Non? L'anisotropie, c'est dépendant de l'échelle à laquelle on regarde le matériau. C'est-à-dire que je peux prendre des fibres isotropes comme des fibres de verre, je peux prendre une matrice isotrope comme une matrice polypropylène, je fabrique mon matériau, et si je choisis de mettre mes fibres dans une seule direction, j'obtiens un matériau qui est isotrope transverse. Si maintenant je choisis de mettre mes fibres dans deux directions, j'obtiens un matériau qui est orthotrope. D'accord? Et pourtant, je suis parti de matière isotrope. Donc l'anisotropie, elle est complètement dépendante de l'échelle à laquelle je regarde la matière. C'est tout bon, tout ça? C'est clair pour tout le monde? Oui? Ok, super. Alors, on va terminer la séance d'aujourd'hui, il nous reste environ un quart d'heure, avec une anecdote. Une anecdote qui va nous permettre de remettre
revoir un petit peu tout ce qu'on s'est dit en termes de propriété. Et puis aussi d'inclure les notions de coût qu'on évoquait hier. Alors, quand je dis une anecdote, oui, c'est une situation réelle que je vais vous raconter, un exemple en fait de projet réel que je vais vous raconter. Donc, c'est un projet auquel j'ai participé pendant de très nombreuses années. À l'issue de ma thèse, j'ai fait ma thèse avec Renault sur un site, en travaillant avec un site qui se trouve au Mans, qui s'appelait autrefois Auto-Châssis International. Donc, le site du Mans est spécialisé dans tout ce qu'on appelle les liaisons au sol de la voiture. Donc, ils font tous les trains de la voiture, donc les essieux en quelque sorte de la voiture. Et j'ai travaillé dans ma thèse sur un essieu arrière de voiture qui était très innovant et qui était réalisé en fait avec des différents matériaux. À l'issue de ma thèse, donc j'ai intégré ce centre de développement en Mayenne qui est maintenant rattaché au CTIPC et j'ai poursuivi avec les équipes du Mans sur un nouveau projet. Donc leur idée c'était de partir sur un train arrière de véhicule composite, entièrement composite, ce qui n'était pas le cas sur la situation dans laquelle j'ai travaillé sur ma thèse. Et donc la question qui était posée sur ce train arrière complètement composite, c'est qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que ça soit envisageable. Alors les contraintes étaient sévères et il a fallu restreindre un petit peu le périmètre. Donc je ne sais pas si vous voyez comment un essieu de véhicule est fait, mais de manière très schématique, un essieu arrière, en tout cas celui sur lequel j'ai travaillé, ça s'appelle un essieu à bras tirés. On a juste une poutre, une barre, qui va relier deux pièces qui, elles, permettent d'être donc deux pièces qui sont fixées au châssis, qui permettent de mettre la suspension et d'accrocher les roues. Donc vous imaginez une grande poutre qui va avoir de chaque côté de la poutre une pièce supplémentaire sur laquelle on met les roues et qui permettent de relier le châssis ensuite avec la suspension. Eh bien, il a fallu cerner le périmètre, et le périmètre, ça a été de se dire, on va travailler sur cette poutre donc d'essieu. Sur une voiture, cette poutre centrale, ce qu'on appelle une traverse, doit répondre à un certain nombre d'exigences pour que ça puisse fonctionner, notamment des exigences en termes de dynamique. Quand vous êtes à bord de votre voiture et que vous tournez, la voiture répond d'une certaine façon, et la manière dont votre voiture répond correspond complètement au comportement en fait de vos essieux, en particulier l'essieu arrière. Et en fonction de la raideur de cette poutre, eh bien, on peut avoir un comportement qui ressemble à un kart ou un comportement qui ressemble à une voiture plutôt qui se conduit vraiment beaucoup plus facilement. Si on a un système qui est trop raide, par exemple, eh bien, vous pourriez avoir un véhicule au moment où vous rentrez dans le virage, eh bien, qui se comporte soit de manière sous-vireur ou sur-vireur. Et ça, c'est important de pouvoir bien maîtriser ça, parce que vous imaginez avoir un véhicule, vous rentrez dans un virage, donc vous tournez un tout petit peu votre volant, et si vous avez un véhicule sur-vireur, en fait, vous allez avoir l'arrière qui va chasser, et vous allez avoir l'impression, un peu comme si vous étiez sur la glace, de passer le virage en étant sur le côté. Donc, ce qui n'est pas bon pour un véhicule destiné à monsieur tout le monde. Et puis, une autre solution, c'est si la raideur est mal dimensionnée, vous attaquez le virage en tournant votre volant, et en fait, vous vous rendez compte que votre véhicule ne tourne pas assez. Il faut tourner encore plus le volant pour que votre véhicule rentre vraiment dans le virage. Et ça, c'est pas bon non plus, parce qu'on est habitué à avoir le volant qui fonctionne d'une certaine façon, et c'est pas bon de devoir faire 3 tours de volant simplement pour prendre un petit virage. Et donc, cette traverse, elle doit obéir à des contraintes très très fortes en termes de dimensionnement. Notamment, on souhaite que cette traverse soit raide en flexion, mais souple en torsion. Et c'est pas évident d'imaginer une structure qui soit raide en flexion et souple en torsion. Et donc on est parti donc avec cette équipe au Mans en se disant on va commencer à faire une préétude en recherchant des solutions pour que ça puisse fonctionner.
Et les équipements nous ont dit, comme on est dans le secteur automobile, hein, ça paraît évident que le coût est à regarder de près dès le début. Et donc, il fallait utiliser des matières déjà qui soient bon marché. Donc, en fait, au Mans, ils nous ont dit, voilà, vous utiliserez en gros du polypropylène et du verre, ou peut-être un polyamide et du verre, mais on ne peut pas du tout mettre de carbone, c'est beaucoup trop cher, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et donc, on est reparti avec ces contraintes et avec un cahier des charges qui était relativement sévère, puisque je vous ai dit qu'il était raide en flexion, souple en torsion, mais en fait, ça se traduit par des valeurs et c'est un peu plus complexe que ça. Il y avait 8 cas de charge à tester et donc il fallait que pour chaque cas de charge, on ait un comportement particulier. Alors très vite, on s'est rendu compte que c'était inutile d'aborder de face les 8 cas de charge et il fallait procéder par étapes successives en choisissant déjà les matériaux et puis les procédés qui pourraient correspondre. Très vite, on s'est orienté vers un procédé que je vous présenterai plus tard, mais qui permet de faire des profilés en continu. Donc ça se prête bien à la fabrication en grande série, puisqu'on fait du profilé. Et comme on était sur une traverse, ça paraissait évident qu'on puisse faire du profilé en continu. On vient couper à la bonne longueur et on a des traverses de véhicules. Donc ça, c'était une chose qui était possible. Par contre, il fallait s'assurer que ce procédé puisse être applicable. En fait, on allait être capable de trouver un profilé qui nous permettrait d'avoir cette souplesse en torsion et cette raideur en flexion. On a commencé à faire plein de dessins, à essayer de faire des premiers calculs assez simples, hein, avec les mains au début sur un coin de table et puis après avec des logiciels. Et on s'est vite rendu compte que ça passait pas. Alors, qu'est-ce qui passait pas? Pour avoir les caractéristiques, enfin certaines caractéristiques dans un premier temps, on était obligé de mettre beaucoup de matière. Beaucoup de matière parce que un verre polyamide ou un verre polypro, c'est pas hyper performant par rapport à d'autres matériaux. Et pour avoir les bonnes caractéristiques, on était obligé en fait d'alourdir la traverse. L'objectif de Renault, c'était d'avoir une traverse plus légère, bien sûr, mais aussi avec un coût maîtrisé, qui soit pas plus cher que la traverse qu'ils avaient développée, donc avec des matériaux métalliques. Donc on avait cette solution en fait qui marchait pas. Et on a eu une idée, basée d'ailleurs sur la section de la tige de lin. Je vous ai dit hier que cette tige, elle travaille très bien en flexion, elle est raide en flexion et souple en torsion puisqu'elle n'est pas faite pour travailler en torsion. Et donc on est parti sur cette idée. On a imaginé faire une traverse basée sur le même principe que la tige de lin. Et il s'est avéré que en mettant un tout petit peu de carbone, mais bien placé, mais vraiment très peu, mais en choisissant vraiment l'endroit où on le plaçait, ça a été révolutionnaire. On a été capable d'avoir simplement avec les premiers chiffrages là un matériau et une structure qui répondait au cahier des charges, qui était capable d'avoir les bonnes raideurs, souplesse et torsion, enfin souplesse en flexion, en torsion et raideur en flexion, tout en ayant une masse diminuée. On pouvait gagner jusqu'à une 50% sur la masse du système métallique, donc ce qui était quand même énorme. Sur le coup, vu qu'on mettait très peu de carbone, en fait, l'impact était maîtrisé, hein, et donc ça nécessitait d'aller plus loin. Donc on a revu les équipes Renault, on leur a présenté dans un premier temps la solution entièrement verre polypro et il s'est avéré que ça fonctionnait pas et ils nous ont dit c'est normal, on imaginait bien que ça serait compliqué, nous aussi ça fait des années qu'on essaye et on n'y arrive pas. Voilà. Et ensuite, on leur a sorti la solution avec un peu de carbone. Ils ont été assez dubitatifs au départ, en disant mais le carbone c'est très cher, et on leur a montré qu'en mettant un tout petit peu, que le coût était très peu impacté et que par contre les propriétés s'en trouvaient améliorées de manière considérable. Et ça a été le début d'une collaboration pendant 7 ans avec Renault, où il y a eu des brevets déposés, des brevets d'abord nationaux, puis européens et là internationaux, avec un développement. En fait, on est allé jusqu'au développement de prototypes. Donc 7 ans, c'est long, hein, mais parce que c'est ce que je vous disais hier, quand on est sur de la recherche, même dans le secteur automobile, on peut se permettre de passer un peu de temps et d'aller regarder les choses à fond, ce qui n'est pas le cas du développement.
Et on a pu regarder vraiment regarder toutes les étapes. Alors, il y a eu plusieurs étapes avec des hauts, avec des bas, parce qu'il a fallu après être capable de fabriquer, il a fallu être capable d'atteindre les autres caractéristiques, hein, c'est-à-dire qu'on avait au départ regardé que quelques caractéristiques sur les 8, donc ça a été un petit peu difficile. Et comment est-ce qu'on y est parvenu? En s'aidant d'outils d'intelligence artificielle basés sur des réseaux de neurones qui nous ont permis vraiment d'aller regarder et d'aller explorer des voies un peu difficiles à réaliser. Donc, je me souviens bien que je lançais les calculs la nuit, le lendemain matin, pendant plusieurs semaines, j'avais aucun calcul qui semblait pouvoir répondre. Et puis un jour, le réseau de neurones a sorti un premier calcul qui semblait pouvoir répondre. À partir de ce premier calcul, il a optimisé, il a itéré, il a fait des générations suivantes, et on a pu comme ça avoir compléter les caractéristiques. Et donc ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et après, en parallèle, on avait la fabrication de ces prototypes. On a testé ces prototypes, donc qui répondent bien en termes de cinématique par rapport au cahier des charges. Il y a un prototype qui a été montré au Salon de l'Auto il y a quelques années sur un projet qui s'appelle Eolab. C'était un peu leur véhicule leur concept car avec d'autres pièces faites en matériaux composites. Et aujourd'hui, où on en est? Non, il n'y a pas de pièces en série aujourd'hui parce qu'il reste un certain nombre de choses à regarder. C'est-à-dire que le véhicule, c'est pas le tout d'avoir un système qui fonctionne en cinématique et qui répond à ce cahier des charges allégé. C'est que derrière, il y a encore beaucoup de choses. Il y a notamment la fatigue, la résistance, donc la durée de vie. Il y a le fait que sous véhicule, il y a des endommagements possibles. Donc, comment est-ce qu'on gère tous ces aspects? Donc, c'est une histoire qui doit se poursuivre. Et j'espère, moi, que dans quelques années, on pourra avoir des systèmes sortis sur véhicules, mais il y a encore un certain nombre de questions à se poser pour que ça soit complètement opérationnel. C'est-à-dire que si on devait faire un seul véhicule démonstrateur comme on l'a fait là, ça fonctionne. Par contre, si on veut s'assurer que la voiture soit capable de rouler des centaines de milliers de kilomètres, c'est plus délicat. Hein. Et donc, il y a il y a ce passage entre la recherche et le développement qui est parfois un peu difficile. Et pour ne rien vous cacher, c'est pas forcément la priorité aujourd'hui des constructeurs que de se lancer sur des choses de ce type. Donc c'était une histoire simplement pour vous dire que on a joué sur tous les tableaux, on a joué sur la matière qu'on a choisie, on a joué sur l'anisotropie, on a joué sur l'inertie aussi. Alors, je vous montre pas les sections, je peux pas vous montrer tout ça. C'est des choses qui ont été brevetées, etc. Donc je peux pas vous montrer d'images ou de voilà. Mais par contre, on a joué vraiment sur tous ces éléments pour être capable d'avoir un produit qui tient vraiment la route et qui répondent aux besoins. Donc les composites s'adaptent parfaitement en fait à ce type de situation. Et l'autre élément clé là-dessus, c'est vraiment de se dire que quand on veut concevoir une structure en matériaux composites, il faut absolument oublier la structure métallique qui peut exister auparavant. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites en ce sens avec des entreprises qui viennent avec des structures métalliques en disant je vais faire la même chose en composite, et ça c'est une erreur. On est à peu près sûr que ça ne marchera pas. Il faut repenser les pièces différemment parce qu'on a des degrés de liberté supplémentaires, on peut jouer véritablement sur tous ces paramètres, et donc il faut pouvoir avoir tous ces degrés de liberté pour avoir vraiment quelque chose de performant. Voilà, et moi je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez encore une ou deux questions? J'ai autre chose à 14h30 et donc je vais devoir vous quitter.